Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va avoir deux sujets principaux. Ça, c'est la ville de Uglitch où je suis en ce moment et comment cette ville est liée à l'histoire grâce à une histoire criminelle qui est toujours pas résolue depuis toutes ces années-là, depuis XVIe siècle. En fait, on ne sait toujours pas la vérité. Ça a créé plein de perturbations dans l'histoire russe. Et aussi, on va continuer un petit peu le thème des installations sur la Volga parce qu'on est toujours sur la Volga. Et ça va être la deuxième partie de ma vidéo. Mais je vais commencer avec cette histoire criminelle dans l'histoire du XVIe siècle. Vous voyez cette jolie sculpture, la sculpture qui est là depuis pas très longtemps. C'est fait par un sculpteur moderne, mais ça représente un peu la reprise d'une toile assez connue. C'est le Tsarevitch Dimitri. Alors le Tsarevitch Dimitri a joué un rôle très spécial, comme j'ai dit, dans l'histoire de la Russie. Ce monument se trouve à côté d'une maison. Ce sont des chambres, c'est quelque chose qui est assez ancien, même si en partie ça a dû être restauré dans les années. Parce que à la base il restait plus que le bâtiment tout seul et toutes ces parties-là, elles ont été refaites au 19e siècle, au moment quand la Russie a décidé de créer ce musée lié au Tsarevitch. Comme vous voyez, ça se visite pas mal. Parce que ça représente quand même un bon bout de l'histoire. Et on va essayer de voir ce qui s'est passé ici. En fait, ce bâtiment-là, il existait déjà à l'époque du Tsarevitch. Et je pense qu'il a été dedans. Parce que comme vous pouvez voir sur cette pancarte-là, ça date de 1480. Et en ce moment, c'est un des bâtiments les plus anciens de toute la Russie, surtout quand on parle, pas des bâtiments religieux, mais quand on parle des bâtiments où les gens y pouvaient habiter, même si c'était des personnes très importantes et bien riches. Alors là, derrière moi, vous voyez cette belle église rouge. D'ailleurs, on m'avait posé la question pour des codes couleurs des toits des églises russes. J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé pour des codes couleurs des églises, des murs de l'extérieur. Alors quand les murs sont rouges, comme ici, en général, c'est édifié par rapport à quelqu'un qui a souffert. Donc c'est un saint avec une souffrance particulière. Donc on voit bien que ici c'est bien le cas et on va parler du Tsarevitch Dmitri. Alors pour raconter assez court l'histoire russe, on a eu deux grandes dynasties de gouverneurs de tsars en Russie. La première dynastie, la dynastie des Ruriks, on va dire, elle s'est achevée pratiquement à ce moment-là dont je vais vous parler au XVIe siècle. Et le dernier grand tsar de cette dynastie, qui était le tsar super connu, par aussi son caractère très difficile à partir d'un certain âge, c'est Ivan le Terrible. Donc Ivan le Terrible, il avait plusieurs femmes. Il avait 6 ou 7 ou je ne sais plus combien de femmes. Il avait un caractère très dur. Et je pense qu'il a dû avoir des problèmes mentaux parce que, soi-disant, il a tué un de ses fils qu'il a regretté après. Donc ça veut dire qu'il n'était pas vraiment conscient de ce qu'il faisait. Et en fait, après lui, c'était un bordel avec toutes ses femmes, tous ses enfants. Et ça s'est très mal terminé pour la Russie. Et ce qui a fait qu'au XVIIe, on a eu la nouvelle dynastie, la dynastie des Romanov, dont je vous ai parlé les débuts quand j'étais à Kostroma. Alors, elle s'appelait Marie, elle était 6e ou 7e femme de Ivan le Terrible. Elle avait un fils qui s'appelait Dimitri, qui était petit garçon. Et ils n'avaient pas beaucoup de droits, il n'avait pas beaucoup de droits de remplacer son père sur le trône. Donc quand même, par précaution, ils ont été amenés à venir habiter Uglitch pour ne pas gêner les autres successeurs sur le trône qui étaient à Moscou. Donc le petit garçon, il avait aussi une maladie. Bon, je pense que l'héritage qu'il a dû avoir de son père n'était pas top. Il y a des historiens qui disent que c'était une épilepsie, mais en fait apparemment c'était pas une épilepsie parce que pendant cette maladie il était capable de tenir les choses, de bien les tenir, donc ça ressemble pas à une épilepsie. Il mordait des choses et il se blessait aussi.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait justement un moment un peu plus dur pour la maladie. Après, il allait un tout petit peu mieux. Donc sa mère lui a autorisé de sortir dans la cour jouer avec d'autres enfants. Il avait un couteau dans la main. Et apparemment, à un moment donné, il a joué avec le couteau, il s'est blessé dans le cou et il était mort. Il était mort. Ce qui s'est passé juste après, c'est que le peuple qui était autour, ils ont pensé complot. À l'époque, le complotisme était très populaire également. Donc ils ont pensé au complot et ils ont tué un responsable très haut placé qui était ici pour regarder un peu cette famille qui était là. Ils l'ont tué, ils ont tué son fils et ça a créé une histoire criminelle. Pourquoi je dis que c'est une histoire qui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses? Parce que c'est justement à cause de toutes ces théories qui étaient autour. Donc, 200 ans après, dans l'histoire de la Russie, on a eu des faux tsarévitchs vus apparaître. Donc d'abord, très vite, on a eu le faux Dimitri 1, 2, 3, un des deux était allié avec les Polonais, il est venu avec l'armée des Polonais à Moscou, il a même été soi-disant sur le trône. Et ça a créé des dynasties, des faux successeurs du trône russe. Bon, c'était un vrai bordel quand même. C'était lié aussi avec l'histoire de Boris Godunov qui voulait utiliser un peu cette histoire n'empêche que à partir d'un certain moment, la théorie du fait que le tsarevitch il s'est pas tué lui-même mais qu'il a été tué, ça c'est première chose. On ne sait toujours pas, apparemment il n'avait pas beaucoup de droits pour le trône, mais bon c'était très fort. Et deuxième chose, comme sa mère elle n'a pas autorisé que son corps soit examiné, donc ça a fait que certains pensaient qu'il restait vivant et ça a créé tous ces faux Dimitri qui sont venus apparaître. Mais nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est on a cette belle église qui s'appelle l'église de Saint-Dimitri sur le sang, qui a été édifiée ici à Ouglich, à l'endroit où il s'est fait tuer, à l'endroit où, soi-disant, il y avait du sang qui apparaissait sur la terre tous les ans, le jour qu'il s'est fait tuer. Et cette église-là, depuis 2001, elle est candidate sur la liste de patrimoine de l'UNESCO et considérée comme une des plus belles églises du monde. Bon, on va aller découvrir ça, on va voir si c'est vrai. Alors l'église a été édifiée en 1692, plus d'un siècle après le décès du tsarevitch, ce qui prouve que c'était déjà peut-être pas des faits qui ont influencé, mais comme souvent la politique ou la perception des gens. Mais elle est très belle et c'est un des monuments les plus anciens d'architecture russe. Quand des fois je vous parlais d'architecture néo-russe, ça s'approche un peu avec ça, ce type de travail de fenêtre, mais sauf que ça c'est pas néo-russe qui était en 19e siècle, mais ça c'est vraiment traditionnel russe qu'on peut voir ici. Et derrière des bateaux de croisière sur la Volga qui sont amarrés parce que c'est une ville qui est très visitée par les touristes. Aujourd'hui c'est un musée, donc j'ai acheté l'entrée, je vais aller voir à l'intérieur. Extrêmement joli. Comme il ne fonctionne pas, c'est plutôt installé comme une exposition. Le sol, très original en métal, j'ai jamais vu telle forme de sol. Il y a un bel hôtel. Avec des fresques, des jolies fresques, magnifiques. Здесь отражена логическая версия тех событий, которые произошли в городе в конце 16 века, 15 года, части те события, которые несколько часов тому, когда был царевич царя Ивана через несколько месяцев после его рождения. Donc ça c'est des fresques qui datent pas de la même époque, c'est des fresques du XVIIIe siècle, faites par un peintre
fait par une coopérative, on va dire, des peintres de Saint-Pétersbourg très connus. Et on voit que c'est très très bien travaillé. Et maintenant, je vais faire la petite visite de cette partie-là. Je vais quand même d'abord vous montrer un peu le travail de briques qui était super rare pour l'époque. Bon, ça c'est du bois. L'escalier est en bois. Ils ont plutôt fait ici musée. Comme je vous ai dit, ça a changé de fonction plusieurs fois. Donc je pense que le décor il n'a rien à voir. Mais au moins on voit la dimension de cette pièce. Les voûtes. Voilà. Et ça c'est la reconstruction du Kremlin qui n'existe plus. Mais on voit que c'est un Kremlin classique. Avec des murs, avec des tours. Ce bâtiment blanc, c'est sûrement celui où je suis en ce moment. Et grâce à une exposition à l'extérieur, on peut voir comment est organisée cette ville. Donc en ce moment, on est là, à côté de cette église rouge. J'ai visité le bâtiment qui est caché derrière les murs. Et il y a cette deuxième cathédrale. Donc c'est sur cette île-là que se trouvait le Kremlin que je vous ai montré. Et là, il faut pas penser, mais ce gros bâtiment, c'est un hôtel où j'ai dormi et c'est moderne. C'est ça la vie moderne. Ça fait un peu ça. Une autre jolie cathédrale sur le territoire de cet ancien Kremlin de la ville d'Ouglitch. Encore une belle église, un style un petit peu mélangé. Très sympathique. Et à partir de là, on voit bien la Volga et on voit déjà le barrage. Qui fait partie du système des barrages de Volga qui ont permis de la rendre navigable, toujours navigable. Et la cathédrale du XVIIIe siècle qui est ici, qui est un mélange de styles avec des formes beaucoup plus récentes, on va dire, dans l'architecture des églises en Russie et une entrée un peu baroque, certains éléments assez baroques. Le beau clocher à côté. Et maintenant, on va quitter le territoire pour découvrir autre chose à Ouglitch. Et une grande place avec quelques bâtiments historiques. Le petit panorama avant de quitter la ville. Alors je me trouve à côté d'encore quelques beaux édifices. Il y en a un peu partout. Un super joli monastère en train d'être restauré. J'ai été ici il y a quelques années, c'était pas encore dans cet état-là. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour vous montrer la station hydroalcoolique de Rybinsk. Bon, on y va. Contrairement à ce que je viens de dire, c'est pas la station hydroalcoolique, mais la station hydraulique. Et pas de Rybinsk, mais de Ouglitch. Et pourquoi j'ai dit Rybinsk? Parce que hier, quand j'étais à Rybinsk, je vous ai montré le barrage qui était là-bas et ça fait partie du même système, donc c'est les mêmes années de construction, donc ils ont démarré vers 1935, ça a été fini vers 1940 quand l'eau a vraiment été, on va dire, arrêtée et que la Volga a commencé à changer, que le lac artificiel de Rybinsk a commencé à se remplir. Comme je vous ai déjà expliqué là-bas, c'est aussi beaucoup les travailleurs du goulag qui ont fait ça, mais pas que eux. Il y avait évidemment beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de spécialistes qui ont contribué à ça. Et comme je vous ai dit, ça s'est terminé en 1940 et ça a donné de l'électricité à la ville de Moscou. Et je pense que pendant la guerre, quand Hitler était en 1941 à côté de Moscou, quand Moscou était pratiquement siégé, s'il n'y avait pas cette électricité, je ne sais pas si on aurait eu le même courant de la guerre. Déjà, c'était très difficile, mais imaginons qu'on n'a pas suffisamment d'électricité dans la ville, ça aurait été un vrai cauchemar. Donc, il y a du bien, il y a du mauvais dans
dans beaucoup de choses. Et en plus, celle-là, je la trouve assez jolie. Donc, on va continuer et on va visiter une autre ville. Je ne vais pas aller dans le musée qui est ici, c'est le musée de tout ce qui est installation électrique sur les rivières. Je pense qu'en France, vous en avez pas mal, dans d'autres pays aussi, donc c'est des technologies qui sont très bien connues. Mais je vais vous montrer dans une autre ville, pas trop loin d'ici, quelque chose qui est vraiment unique en termes de circonstances de création de ces choses-là à la façon stalinienne. Et voilà que je suis arrivée dans la petite ville de Kalyazin, à 70 km de Uglitch, où j'étais avant. Ici, c'est un moment de reconstruction. Donc, ils sont en train d'aménager ce passage, cette descente vers l'édifice que je voulais vous montrer. Et bon, on y va ensemble. Donc je m'approche petit à petit, je marche sur cette rue qui avant la création du lac était une rue qui avait sa prolongation et qui aujourd'hui se termine dans l'eau. Et nous voyons déjà apparaître le fameux clocher de Kalyazin. Là, il est fermé pour la restauration. Je vais vous mettre la photo comment c'était avant. Je pense qu'après, ça va être encore plus beau. Il est dans l'eau. Vous pouvez louer un bateau pour y accéder. Et je vais vous raconter un peu son histoire. Alors, au moment de la création du lac, sur cette partie de la ville de Kalyazin, ça faisait partie de la ville, il y avait un monastère. Et ça, c'était le clocher d'une cathédrale du monastère qui a été édifiée en 1800, donc c'est assez ancien. Et elle est bien grande. Voilà, regardez, c'est comme ça que c'était avant la restauration. Et en principe, avant de mettre de l'eau, les bolcheviks, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enlevaient tout ce qui est en fait bâtiment. Donc ils défaisaient des bâtiments en pièces pour qu'après ça ne sorte pas de l'eau, etc., etc. Et là, ça a fait exception pour cette fois-ci. Alors pourquoi pour cette fois-ci l'exception elle a été faite? C'est tout simplement parce qu'ils ont eu besoin de ce clocher. Le clocher est devenu le phare. Le phare. En russe on dit mayak pour un phare. Parce que la Volga, elle fait un angle sur cet endroit-là. Et les bateaux qui passaient, ils avaient vraiment besoin d'un phare pour éviter et pour avoir un bon passage sur ici. Ensuite, il y a eu plein de discussions là-dessus. Elle a été un peu endommagée, donc elle s'est inclinée légèrement. Et dans les années 80, on disait on parlait peut-être de changer, de se débarrasser de ce clocher. Mais heureusement que ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, il y a même des services religieux qui se passent à côté. Et c'est un grand point d'attraction pour les touristes. Donc je pense que dès que la restauration elle sera terminée, ça va être encore plus intéressant. Puisqu'ils aménagent, comme vous voyez, des deux côtés. Donc ça va faire une jolie rue. Et ça va faire encore une belle destination touristique. Bon, j'espère qu'aujourd'hui j'ai pas été beaucoup trop longue. La visite est terminée et je vais rentrer sur Moscou. Les petites vacances terminées également. J'ai partagé ce que j'ai pu avec vous de mes petits voyages en Russie et j'espère à bientôt sur d'autres sujets. Il n'y aura pas que des voyages sur cette chaîne, ça c'est sûr. À bientôt.